Et je le disais, donc la France insoumise, au début avec le nouveau Front populaire, a donc décidé de tenter de destituer le président de la République. Manque de chance pour eux, ils ne sont pas assez nombreux et surtout, ils ne sont pas suivis. Les explications avec Audrey Berthaud. Emmanuel Macron destitué? Il semblerait que non. Samedi soir, alors que la France insoumise allume la mèche et menace Emmanuel Macron de destitution, accusant le président de ne pas tenir compte du résultat politique des élections législatives à l'approche de la nomination du nouveau Premier ministre, les autres groupes de gauche se désolidarisent. Le PS d'abord, avec Olivier Faure. Cette tribune n'est signée que par les dirigeants de LFI. Elle n'engage que leur mouvement. La réponse à une nomination d'un Premier ministre qui ne serait pas conforme à la tradition républicaine et la censure. Suite à ce tweet, les autres partis de gauche n'ont pas hésité eux aussi à désavouer. Marine Tondelier s'est-elle exprimée à l'AFP. L'entêtement d'Emmanuel Macron qui continue à revendiquer qu'il ne changera pas de cap est inquiétant. Chacun y réagit à sa manière. Pour ce qui est des écologistes, nous consacrons toute notre énergie à ce que Lucie Castet soit nommée dans les plus brefs délais. Même son de cloche pour le Parti communiste qui pointe du doigt leurs collègues. La France insoumise choisit de se lancer dans la présidentielle dès maintenant. C'est leur choix. Pour nous, ce n'est pas la priorité. Avant d'envisager de nouvelles présidentielles, faisons respecter le résultat des législatives. Emmanuel Macron a convié les présidents des groupes parlementaires et les chefs de parti à une série d'échanges le 23 août. Marc Hainaut, effectivement, on voit la tentative un peu de buzz permanent de la France insoumise. Mais là, finalement, est-ce que c'est vraiment une stratégie payante ? Aucune chance que cette stratégie aille au bout. Et surtout, ça a mis en lumière le fait qu'au nouveau Front populaire, on n'est pas d'accord sur la stratégie. Et surtout, c'est une supercherie qui commence à devenir assez grotesque, puisque quand on voit les différentes réactions à cette initiative de la France insoumise, tout le monde joue très très bien son rôle. Le Parti socialiste se désolidarise et s'éloigne de la France insoumise. Les écologistes jouent entre deux en bottant aux touches, et les communistes s'opposent frontalement à la stratégie insoumise. Tout le monde est dans son rôle et tout le monde est un petit peu dans la continuité du rapport de force des élections législatives. Évidemment que Jean-Luc Mélenchon n'a jamais voulu un gouvernement du nouveau Front populaire. Jean-Luc Mélenchon n'a qu'une seule envie, encore une fois, c'est que Olivier Faure et le Parti socialiste quittent la coalition, qu'ils forment une coalition avec Emmanuel Macron pour pouvoir les accuser de traîtrise et pour derrière être le seul candidat à gauche opposant en 2027. Enfin, c'est la seule stratégie valable. Je veux dire, quand vous avez Sophia Chikirou, la proche conseillère de Mélenchon, qui traite de punaise de lit les responsables socialistes, est-ce qu'on gouverne avec des gens qu'on traite de punaise de lit ? Est-ce qu'on a envie de gouverner et de ménager qui que ce soit quand on a cette dialectique-là? Évidemment que la procédure là, je ne suis pas prof en droit constitue, bien évidemment, mais évidemment que la procédure de destitution n'a aucune chance d'aboutir. Évidemment que c'est un énième artefact pour que Jean-Luc Mélenchon puisse encore faire tourner la roue du hamster, parce que je rappelle que ça fait depuis juin 2022 où il nous explique qu'il va être à Matignon, puis qu'il va être majoritaire, puis que, etc., et qu'à la fin, Jean-Luc Mélenchon n'a que 75 députés à LFI à l'Assemblée nationale. Enfin, 75 députés, pardon, mais on ne fait pas grand-chose avec ça. Donc c'est tout ce jeu de dupe, et en réalité oui, la France insoumise fait ce qu'elle veut avec la Constitution, parce qu'on rappelle quand même qu'un des fondements, une des raisons de la création de la France insoumise, c'est l'abolition de la 5e République pour l'établissement de la 6e. Alors au fond, ça en dit long sur le respect qu'il pourrait avoir de la Constitution de la 5e, et cette abolition passe par une bordélisation générale, passe par un affaiblissement des institutions pour pouvoir mener cette transition à bien. Le seul truc qui peut aller dans le sens de la France insoumise, c'est que c'est bloqué. La Constitution n'a visiblement pas prévu un cas de figure comme celui-ci. Oui, de blocage total. Voilà, et qu'on écoute par exemple François Bayrou qui explique qu'il faut une coalition qui exclurait les partis extrémistes. Donc on dit d'accord, donc en fait sans les Insoumis et sans le Rassemblement national, donc sans les gagnants des européennes et du premier tour des élections législatives, et sans les propriétaires moraux, parce que la France insoumise est quand même propriétaire moral du NFP, ça paraît un peu étrange, et ça s'apparentera à un énième... Oui, puis en termes de nombre, de toute façon, ça ne marche pas. Voilà. Donc, et puis en plus, l'addition est assez simple et il n'y a aucune majorité dégageable en l'état. On va écouter un certain nombre de réactions justement à gauche. On va commencer par celle de la France Insoumise avec Aurélie Trouvé. Elle est députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis et elle s'expliquait justement sur la destitution. Écoutez-la. Jean-Christophe Couvi, quand effectivement on pense à un pays bloqué, à des Français qui ont un certain nombre d'attentes sur la sécurité, sur le pouvoir d'achat, le petit spectacle auquel on assiste depuis, j'allais dire la dissolution, mais finalement même un peu avant, c'est un peu désolant parce qu'on dit souvent les Français sont défiants, etc. envers leur politique. Il y a peut-être de quoi là, on ne parle pas de l'intérêt des Français.
Ouais, je vais investir dans un distributeur de popcorn, hein, parce que là, franchement, on va s'installer, on regarde, voilà. Oui. Non, mais c'est dégradant parce qu'en fait, on voit que le monde bouge. On voit qu'on a un carrefour, il y a des guerres. Enfin, je veux dire, il y a l'environnement bouge aussi. Et en fait, en France, on a le village gaulois à l'Assemblée nationale. On assiste justement à des prises de bec, à des insultes. Enfin, je veux dire, c'est dommageable. Et effectivement, on se rend compte aussi que quand il y a les JO, on parle plus de politique. Oui. Là, hier, ils ont voulu faire une espèce de buzz, manque de bol. Alain Delon est décédé, on parle plus d'eux non plus. Donc en fait, effectivement, tous les jours, ils essayent de lancer une fusée en disant coucou, on est là. Et en fait, on voit bien que les Français, quelque part, sont tranquilles quand il n'y a pas de politique. Et on passe un bel été, en fait. Oui, alors ça, je vous l'accorde. Et puis, on va voir surtout que la France insoumise va de plus en plus loin dans les accusations envers le chef de l'État. Je vous propose maintenant d'écouter Alma Dufour. Elle est députée La France insoumise, elle aussi, mais de Seine-Maritime. Écoutez-la. Aujourd'hui, Emmanuel Macron est dans une dérive autoritaire qui est contestée d'ailleurs, qui est pointée du doigt par la presse internationale un peu partout, parce que c'est inquiétant. Et honnêtement, les retours qu'on a du terrain, des gens... À quoi ça sert de voter ? À quoi ça sert de voter ? Il y a les européennes, il y a une dissolution, on se mobilise en masse et on va participer, on place Emmanuel Macron en 3e position, les Républicains en 4e position, et ils n'appellent pas la force arrivée en premier. C'est absolument inacceptable. Alors Arnaud Klarsfeld, parfois on dit qu'en politique, plus c'est gros, plus ça passe, mais là d'accuser de vouloir destituer le président de la République, l'accuser d'être en pleine dérive autoritaire, peut-être à un moment où il faut arrêter l'hémorragie de punchline. Je serai prudent, je me contenterai de répondre de manière technique. Vous l'avez rappelé vous-même, il faut un manquement à ses devoirs, manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. Donc ça a l'air d'être plutôt cumulatif. L'Assemblée nationale, pour l'instant, n'est pas opérationnelle, elle n'est pas ouverte. Donc il faut déposer la motion. Après, 2 tiers à l'Assemblée, 2 tiers au Sénat, pour que la haute cour soit réunie. Et sans doute la haute cour, ça doit être 2 tiers. Bon, chacun pourra juger les chances que cela aboutisse. Et il n'y a pas de jurisprudence sous la Ve République. Et dans l'histoire de France, qui a abdiqué Charles X, a abdiqué Louis-Philippe, et peut-être avant Charles V, où il avait... C'était une période quand Jeanne d'Arc, il avait donné la France aux Anglais. Donc il n'y a pas tellement de jurisprudence topique, comme on dit en droit, ou spécifique sur le cas de la destitution du président de la République. Et alors on le disait, effectivement, le nouveau Front populaire, il y a eu beaucoup de déclarations puisqu'il se fissure justement sur le mur de cette potentielle destitution. On va écouter maintenant la réaction de Marine Tondelier, la patronne des écolos. Face à cette inquiétude que partagent, je pense, énormément de Français, chacun réagit à sa manière. Et les insoumis réagissent, c'est logique, d'une manière insoumise. Est-ce que c'est la manière écologiste ? La réponse est non. Est-ce que les insoumis ont le droit de faire ça ? La réponse est oui. Est-ce qu'on a le droit de ne pas partager ça ? La réponse est oui aussi. Et puis, est-ce qu'au sein d'une coalition, c'est logique de ne pas être toujours d'accord exactement sur tout ? La réponse est oui aussi. Vous savez, moi, je suis écologiste. Je crois aux vertus de la biodiversité. Je crois que le nouveau Front populaire est un écosystème riche de sa diversité, et que c'est logique et c'est même précieux que parfois, nos sensibilités différentes se manifestent. La polyphonie qui se dégage de ça, ne doit pas se transformer en cacophonie, sinon on s'affaiblit collectivement, et ça je le refuserai. Marc Fesneau, quand Marine Tondelier dit on a le droit de ne pas être d'accord de tout dans une coalition, certes, mais quand même sur la stratégie politique, déjà ça commence mal. Puis Emmanuel Macron qui va recevoir le nouveau Front populaire face à lui, donc vendredi, alors lui il doit se dire finalement le rendez-vous est plus facile que prévu parce qu'il va les mettre face à leurs contradictions. Ils vont arriver en disant nous ne voulons que Lucie Castet, il va leur demander leur point d'accord, et puis finalement la discussion pourrait être plus tranquille, plus sereine de son côté à lui. Mais c'est tout le problème lorsqu'on dit qu'on a gagné en étant à la tête d'une coalition, c'est qu'il faut que cette coalition parle d'une seule voix, sinon on se rend bien vite compte des faiblesses et de l'impossibilité déjà de cette coalition à s'élargir et surtout à rester unie et justement cohérente. C'est tout le drame, du NFP aujourd'hui. Marine Tondelier continue un petit peu son rôle d'arbitre. On sent que les écolos n'ont pas tranché en réalité entre la ligne des socialistes, une éventuelle coalition, et le fait de suivre les insoumis, quitte à s'y diluer. On sent que voilà, même chez Marine Tondelier, il y a les deux courants qui s'affrontent, les pro-PS, les pro-centristes et les pro-LFI, et qu'elle-même
elle-même est incapable de trancher. Marine Tondelier, elle sort d'une défaite écrasante aux élections européennes, donc elle est aussi pas très bien placée. Enfin, ils savent tous que c'est Mélenchon en réalité qui tient le truc, parce que Tondelier, son candidat, a fait moins de 5, Anne Hidalgo, j'en parle même pas. Et en soi, juste Alma Dufour n'avait pas tort sur un point, c'est qu'en fait, quand elle explique qu'Emmanuel Macron arrivait 3e aux élections européennes et qu'il est LR 4e, là on nous a sorti Valérie Pécresse du chapeau comme potentielle candidate à Matignon. Valérie Pécresse, 4,5% à l'élection présidentielle. Emmanuel Macron qui a réussi à garder un semblant de groupe à l'Assemblée parce que des candidats du nouveau Front populaire se sont désistés. Et ce qui est terrible, c'est que Macron et le NFP ont une espèce de tango un petit peu malsain, puisque ils s'accusent mutuellement de la responsabilité du chaos et de la dérive autoritaire, mais se doivent mutuellement leur survie. Donc c'est très compliqué, et c'est très compliqué de s'en sortir. Et pour le coup, effectivement, le groupe le plus tranquille en ce moment, c'est le Rassemblement national. Qui regarde passer les balles depuis la dissolution. On parlait de manger du popcorn, mais en réalité c'était ça. Enfin, Marine Le Pen, ça va être l'opposition popcorn. En réalité, ils vont les regarder s'entre-déchirer. Personne n'a envie de travailler avec eux, quel que soit le système de coalition. Donc Marine Le Pen va continuer son rôle d'opposition constructive, en votant ce qui est bon, en rejetant ce qui n'est pas bon, et finalement en se postant une fois plus comme arbitre du conflit. Parce que va-t-elle soutenir les motions de censure des Insoumis et donc faire tomber le gouvernement à la première occasion? Va-t-elle au contraire donner une chance à un éventuel gouvernement? C'est elle, en fait, qui a les clés. Qui a les clés du camion, et ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon, en l'occurrence. Et on va parler, pour terminer cette partie, de justement la question qui peut être Premier ministre, parce que le problème, c'est que ce vide, forcément, est comblé par tout un tas de rumeurs. Faites attention, dès que vous êtes vu à proximité du chef de l'État, vous devenez un candidat potentiel. Alors justement, où en est-on de ce genre de rumeurs? Le résumé de Charles Pousseau. Emmanuel Macron avait donné rendez-vous après les Jeux Olympiques pour dévoiler son nouveau Premier ministre. Maintenant que les JO sont terminés, vers qui le président de la République va-t-il se tourner? Plusieurs scénarios possibles. Ces derniers jours, le nom de Xavier Bertrand revient. Le président de la région des Hauts-de-France serait soutenu par plusieurs représentants de la droite et du centre. Son défi, rallier une majorité de députés LR pour former une majorité relative en cas de motion de censure. Xavier Bertrand s'est dit lui-même prêt à relever le défi dans une colonne du Figaro. Autre nom qui refait surface, celui de Bernard Cazeneuve, déjà Premier ministre sous François Hollande. Son expérience pourrait jouer en sa faveur. Interrogé par LCI début août, il a expliqué qu'il serait toujours prêt en cas de nomination. Deux figures et deux noms bien différents de ce que propose la gauche. Le nouveau Front populaire attend la nomination de leur candidate commune, Lucie Castet. Mais Emmanuel Macron ne semble pas décidé à suivre la proposition de la gauche, jugeant sa candidate comme un scénario extravagant d'après Le Parisien. Mais un dernier nom a émergé suite au bon déroulement des Jeux Olympiques, celui de Valérie Pécresse. Présente à l'Elysée auprès du président lors de son discours aux acteurs des Jeux, son entente avec Emmanuel Macron a suscité des réactions et alimenté le débat autour d'une potentielle nomination à Matignon. 4 scénarios bien différents, le président de la République devra trancher. Rendez-vous le 23 août prochain pour connaître le nouveau gouvernement. Marc Hainaut, ce qu'on se disait en écoutant ce reportage, c'est que, alors il y a des rumeurs plus ou moins farfelues, dès qu'on voit quelqu'un à côté du président de la République, que ça a l'air de bien se passer, on se dit ça y est, c'est le Premier ministre. Mais en fait, les candidats, ceux qui ont vraiment envie d'y aller, ils ont plutôt intérêt en général à ce qu'on ne parle pas d'eux, parce qu'Emmanuel Macron nous a habitués, quand on a une certitude, on se rappelle Catherine Vautrin était Première ministre, c'était absolument sûr, non, toujours pas. Mais oui, voilà, et on voit bien, s'il suffit de réussir les Jeux Olympiques pour être Premier ministre, en tout cas, il y a quand même quelque chose. Bien sûr, ça peut être aussi Anne Hidalgo ou Tony Estanguet. Voilà, pourquoi pas, en fait. Mais ce qui est frappant, c'est quand on nous sort Xavier Bertrand, Bernard Cazeneuve, Valérie Pécresse. On ressort à chaque remaniement. Oui, voilà, on attend encore Jean-Louis Borloo, pourquoi pas Jean-Marc Ayrault. Enfin, ça fait longtemps qu'on n'a pas cité François Bayrou d'ailleurs. Oui, en plus, oui. Mais en même temps, vu le passif avec le président de la République. Normalement, il se fait citer François Bayrou à chaque remaniement. C'est pas faux. Mais en tout cas, ça démontre bien qu'ils sont bloqués, qu'ils n'ont pas d'idée. Enfin, alors, c'est sans doute balancer des vieux noms comme ça, un petit peu connus, c'est aussi un moyen de mettre un écran de fumée et pouvoir tranquillement travailler et laisser les gens commenter. Mais en tout cas, ça montre, ça manque singulièrement de créativité et d'envie. Enfin, vous avez un pays qui a mis théoriquement, en tout cas, qui a le nouveau Front populaire et le premier groupe. Et le premier intergroupe à l'Assemblée nationale en termes de nombre de députés. Le Rassemblement national est arrivé largement gagnant des élections européennes. Et en fait, voilà, ça vous force un espèce d'entre-deux. Enfin, Bernard Cazeneuve, Valérie Pécresse, ni à gauche, ni à droite, au centre, en fait, en quelque sorte. Et tous Macron compatibles a priori. Donc, ouais, il y a une espèce de statu quo. En fait, Emmanuel Macron disait, je leur ai jeté une grenade. Et puis, en fait, la grenade a explosé. Il a la goupille dans la main. Et il se demande bien ce qu'il peut en faire, en fait. Il est tout aussi bloqué qu'avant, si ce n'est dans une situation encore pire.
Et en fait, la question qui va se poser, c'est qui pour voter le budget dans quelques semaines, quoi. Et dans quel état d'esprit, justement, sont les ministres démissionnaires qui, eux aussi, sont un peu bloqués, plus totalement ministres, mais encore quand même un petit peu. Écoutez ce que disait le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer démissionnaire, Gérald Darmanin, qui était en déplacement sur le terrain. Quand on est ministre de l'Intérieur, c'est jour et nuit que l'on est attentif à la sécurité des Français. Comme les agents de ministère de l'Intérieur, on a peu de repos et peu de congés, mais on le fait pour le bien-être des citoyens. Et donc tant que je ne serai pas remplacé à mon poste, quand le président de la République le souhaitera, sur proposition du ou de la prochaine première ministre, je serai non pas dans la nostalgie, mais dans l'action. Parce que quand on est ministre de l'Intérieur, c'est jusqu'à la dernière minute qu'on est dans l'action. Pour le reste, cela fait 4 ans que j'ai l'honneur d'être en charge de la sécurité des Français et j'en tire énormément d'honneur et de fierté que la République ait pu me confier cette responsabilité. Jean-Christophe Couvi, effectivement, il y a des ministres qui sont toujours à la tâche. Alors Gérald Darmanin, pour le coup, lui fait partie de ceux qui gèrent beaucoup d'affaires courantes, puisqu'il y a eu évidemment les Jeux Olympiques à gérer. Le ministère de l'Intérieur, on le sait, c'est le ministère de toutes les galères, et d'ailleurs particulièrement l'été. Donc ce sont des ministres qui sont totalement, forcément aussi à leur charge et à leur travail. Bah oui, et puis alors, je reconnais que 4 ans ministre de l'Intérieur, c'est pas loin du record, hein. Il faudrait regarder d'ailleurs, mais oui, ça doit fatiguer, oui, c'est normal. Je crois que c'est le ministère qui est le plus dense, en fait. Tous les jours, vous avez des mauvaises nouvelles, des crises à gérer. C'est pas facile, hein, voilà. C'est vrai qu'on est au centre, nous, du pays, de la société. Après, comme je vous disais, on a les affaires courantes, mais il va falloir à un moment donné aussi que les Français soient exprimés. Et effectivement, il y a des choses qui vont... révision. Peut-être révision, puis pour nous se lancer nous aussi dans une nouvelle négociation par rapport à nos conditions de travail pour après. Enfin voilà, on a envie aussi d'avoir un interlocuteur. Là pour l'instant ça marche, tant mieux, c'est des affaires courantes. Il y a les JO, les Paralympiques qui arrivent, donc en fait il faut aussi cette stabilité. Et on a bien vu quand même qu'on était capable de gérer voilà, quand on n'a pas de gouvernement attitré, même si c'est bizarre, en fait, c'est l'entre-deux, quoi. Oui. Je veux dire, c'est un filigrane, mais je veux dire, on est capable de gérer les choses, voilà. L'administration, elle est comme ça aussi, elle n'est pas en roue libre, mais du coup, elle a l'habitude et elle sait, j'allais dire, occuper le terrain et gérer. On va marquer une dernière pause et on se retrouve pour la dernière partie de Punchline avec mes invités. Une partie qui sera consacrée à 2 faits, évidemment, de délinquance et de violence. Et puis, bien sûr, aussi à l'international avec à la fois la situation en Israël et puis la Convention démocrate aux États-Unis. À tout de suite.